Bonjour. À toutes et à tous. Le festival Les Épaules des Géants bat son plein. Il est loin d'être terminé. On a encore toute une après-midi de découvertes, de rencontres, de conférences à partager avec vous, ici au pôle Simone Veil, mais dans différents endroits de la ville. N'hésitez pas à consulter le programme. Il y a vraiment plein de rencontres encore qui vous sont proposées jusqu'à ce soir. Je vous en indique quelques-unes qui vont se tenir ici au pôle Simone Veil. Alors à 15h15, on vous propose une conférence avec Heidi Sevestre, glaciologue, qui est allée en Arctique, en Antarctique, et plus précisément, sa conférence portera sur l'avenir des glaciers, et pas seulement des glaciers du Grand Nord ou du Grand Sud, ou ceux des Alpes, aussi des glaciers tropicaux. Ça existe, les glaciers tropicaux. Heidi Sevestre est vraiment passionnante. Je vous encourage à rester pour 15h15 pour cette conférence. À 16h30, grand entretien océan, gardien de l'équilibre de notre planète, avec Olivier Poivre d'Arvor, qui est l'ambassadeur de France pour les pôles et les océans. Et puis, dernier rendez-vous que je vous recommande aussi, que je vous conseille, c'est plus tard dans la soirée, c'est à 19h, avec Étienne Klein, physicien de formation, philosophe, qui connaît l'histoire de la philosophie comme personne, et qui vous propose une conférence sur le thème « La force du faux ». Tout un programme, ce sera donc ce soir à 19h, ici, avec Étienne Klein. Mais pour l'heure, c'est Sophie Becherel, ici présente, journaliste à France Inter, qui va vous présenter le scientifique. Voilà, la prochaine conférence, la première de l'après-midi, nous allons accueillir Laurent Balesta. Certains d'entre vous ont peut-être assisté hier soir à la projection de son documentaire Cap Corse, le mystère des anneaux. Et si ce n'est ce film, peut-être que vous avez déjà croisé, peut-être même sans le savoir, certaines de ses photos, puisqu'il publie depuis de nombreuses années dans des grands magazines. Donc peut-être dans Paris Match, Terre Sauvage ou National Geographic, vous avez vu ces photos. Peut-être même que vous avez eu entre les mains un de ces 15 ouvrages. Laurent Balesta a fait des études de biologie. Il n'a eu de cesse depuis, je crois, son enfance, ou du moins ses études supérieures, d'explorer. Et quand il explore, il découvre, il met au jour, un peu comme le ferait un archéologue. Et parfois, il élucide. C'était le thème du film sur les anneaux. Et pour atteindre ses objectifs, il n'hésite pas à repousser les performances de la plongée profonde et même les techniques qui vont avec. Donc, à travers de quelques-unes de ses expéditions phares de la dernière décennie, des expéditions qu'il a montées, il va maintenant nous raconter tout cela, illustrer son parcours de vie. Je vous demande d'accueillir Laurent Balesta. Bonjour à tous, je suis ravi et impressionné d'être ici. Moi, je vais vous parler donc de mes expéditions, les expéditions Gombessa. Mais effectivement, Sophie a parlé d'un parcours de vie. Peut-être ça ne vous intéresse pas d'ailleurs, mais parce que je ne suis pas d'ici. Moi, je viens du Sud. Bien, si vous avez un problème avec l'accent, il y a des interprètes. Vous pouvez, voilà. Mais donc moi, je viens de Méditerranée. Et de ce petit coin-là de Méditerranée, vous voyez, qui est pas la French Riviera, qui est pas la Côte d'Azur, c'est l'autre partie, la pauvre, où on va pas trop, en fait. Surtout si on vient d'aussi loin que le Havre, c'est rare qu'on aille à Palavas-les-Flots. Ça, il faut reconnaître. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je suis né là, dans ce golfe du Lion, où on voit l'influence des grands fleuves qui rendent ce golfe du Lion assez peu hospitalier pour l'accès à la mer. C'est des longues plages, c'est souvent agité. L'eau est très étrange, trouble. Moi, je la trouve plutôt magique parfois avec ses stratifications. Si jamais on pouvait réduire la poursuite, parce que c'est beaucoup mieux les images que me regarder moi. Donc, et comme il va y en avoir beaucoup, donc j'aurais dû prévenir la technique avant. Je suis vraiment désolé, mais si on pouvait même quasiment éteindre les deux poursuites, ce serait mieux pour les images qui vont défiler très vite par la suite. Pardon de ne pas vous avoir prévenu avant, messieurs de la technique. Bon, voilà ce que je disais. Voilà, c'est magique ma région. Quand tout le monde disait c'est pas terrible, et je m'en suis plaint moi quand j'étais gamin de vivre là-bas. Mais alors qu'au final c'était une formidable école pour apprendre à regarder sous l'eau. Je serais né en Polynésie, il y aurait
peut-être que ces choses tellement évidentes qu'une raie manta, qu'un banc de requin, m'auraient pas forgé un regard pour aller détecter la vie qui se cache, qui prend des allures parfois très camouflées, pour prendre le temps de les observer. Et puis peut-être par chauvinisme un peu, parce qu'on disait bon, chez toi il n'y a rien à voir, ça m'a poussé dans mes retranchements pour sublimer la réalité et essayer de la rendre plus belle qu'elle n'est réellement, pour surprendre les gens, pour faire parler même des invertébrés. Voilà. Alors je ne suis pas en train de vous dire que le golfe du Lion est la plus belle des régions. J'ai suffisamment voyagé pour savoir que ce n'est pas forcément vrai. Et j'ai conscience que ce n'est pas toujours accueillant de plonger là. Ça va de soi. Mais peu importe, parce que précisément parce que ce n'était pas accueillant, j'avais une terre vierge d'exploration. En tout cas, c'est ce que je pensais sincèrement quand j'étais gamin. J'avais mes propres animaux géants, vous voyez, ces carpes-cuirs, ces silures gigantesques. J'avais mes propres anacondas qui étaient là, cette couleuvre vipérine. Bon, c'est pas très gros, mais regardez ce terrible prédateur que c'est. Et il m'offrait des choses incroyables. C'est le seul serpent en Europe à se reproduire exclusivement sous l'eau. Et ça, c'était mon adolescence, on va dire, et c'est peut-être pas un hasard si 20 ans plus tard, c'est aussi pour des histoires de reproduction et de prédation qu'avec toute une équipe, je me suis retrouvé là sur l'atoll de Fakarava, en Polynésie française, à un moment précis de l'année, un moment où se rassemblent des milliers de poissons, ces petits mérous, là dans ce chenal étroit entre le lagon et l'océan Pacifique. Et c'est là où vraiment ils sont très nombreux, on les a comptés avec des protocoles photographiques, 18 000 de ces mérous, le reste de l'année c'est des solitaires, imaginez. Voilà. Et du coup c'était l'occasion rêvée pour réaliser un vieux rêve d'enfance, une plongée de 24 heures avec un protocole de décompression inédit pour pouvoir rester au fond. On s'est beaucoup pris la tête à faire des calculs de décompression, de gaz, de dissolution, de mélange. Au final, ça tient sur une plaquette à mon poignet, savoir ce qu'il faut faire, respirer quoi, à quel moment. Et ça m'a permis donc de passer 24 heures, une nuit entière, une journée entière, au fond de cette passe pour assister à tous les comportements incroyables qu'offrent ces mérous une fois dans l'année quand ils se rassemblent. Ils se battent du matin au soir. Là, ils ne sont pas en train de se faire un bisou. Ils sont coincés gueule dans gueule tellement ils se sont battus et sont épuisés. Et ces 24 heures sont passées très vite. Le soleil se couchait à peine, je ne me suis même pas aperçu tellement il se passait de choses. D'ailleurs, les animaux vont se coucher à ce moment-là. Les coquillages sortent à la nuit tombée, les crustacés aussi. Et puis, on voit derrière... Moi, je croyais que j'allais m'ennuyer la nuit pendant cette plongée. Je craignais ça, de m'ennuyer pendant 12 heures. J'aurais pas assez à voir. C'était très, très naïf de ma part. J'ignorais ce rassemblement gigantesque de requins qui eux aussi sont pas là pour rien, ils sont là pour ces 18 000 mérous. C'est un vrai guet-apens en fait. Et donc en vérité sur cette première plongée de 24 heures, j'ai plutôt passé mon temps à fuir qu'à observer, escorté comme ça. Et pourtant c'était fascinant, je sentais bien qu'il se passait quelque chose là au milieu, et jusqu'au petit matin, quand le jour s'est levé, j'étais pas vraiment allé voir de près tous ces requins, ce qu'ils faisaient, mais il n'y avait pas besoin d'être devin pour se rendre compte qu'il s'en était passé pendant la nuit. Ils portaient les stigmates d'une nuit agitée, tous ces petits mérous. Mais ce qui était remarquable, c'était leur résilience. Regardez, celui-là, il est déjà en train de guérir. Regardez celui-là, il n'a même plus sa mâchoire supérieure. Elle a été arrachée, mais on voit bien que c'est parfaitement cicatrisé, ce qui veut dire que cette blessure n'est même pas de l'année. Elle est sans doute de la saison d'avant. Et il est là, vaillant, prêt à en découdre avec ses congénères, en attendant le jour J, le jour où les femelles sont comme ça, avec ce ventre prêt à exploser tellement il est rempli d'œufs. Et là, ça rigole plus. Là, ils redoublent de démonstrations de force. Ils escortent les femelles. Vous voyez, ils ont changé de couleur. Ils ont pris un costume gris, tous les mâles. Les femelles, elles, sont restées marbrées. Et ils les escortent, ils les encerclent jusqu'à ce qu'elles se décident enfin à pondre dans un bond à la verticale. Et là, du coup, tous les mâles suivent cette femelle dans son ascension verticale. En même temps qu'elle pond ses œufs, les mâles fertilisent ses œufs en pleine eau. Ça, c'est une rafale de photos qui dure moins d'une seconde. Ça va extrêmement vite. C'est presque insaisissable à l'œil nu. Et moi, je me posais vraiment une question. Je ne comprenais pas. On voyait là quelque chose d'un peu d'orgiaque, où tout le monde semblait avoir sa chance de se reproduire, malgré 2 semaines à se battre tous les jours.
J'avais envie de leur dire, mais les gars, venez la veille. Mais oui, vous ferez une belle économie d'énergie, vous serez en pleine forme au moment de s'accoupler, quoi. Évidemment, c'était une vision naïve. Quand on a pris le temps de découper les images, image par image, avec des caméras à haute vitesse, on s'est aperçu que ce n'était pas comme ça à Orgiac. Il y avait quand même, non pas une exclusivité pour un mâle dominant, mais au moins une priorité à ceux qui étaient sortis sans doute champions de ces luttes. Une priorité d'une demi-seconde, où on voit bien qu'à chaque fois, c'est un seul mâle qui monte avec une femelle, et ensuite seulement une horde de mâles opportunistes qui arrivent derrière et qui ont sans doute statistiquement quand même quelques chances de réussir à féconder quelques œufs. Quand la nuit s'achève, la passe, le chenal est rempli d'œufs, avec ce nuage d'œufs, là, celui-là en forme de point d'interrogation, un peu symbole du devenir incertain de ces œufs. 1 sur 1 million seulement donnera un adulte qui viendra là se reproduire à son tour. Alors à ce moment-là arrivent d'autres poissons, les fusillés, ces petits poissons bleus. Eux, ils viennent pas pour manger les mérous comme les requins, ils viennent pour manger les œufs, juste avant que ces œufs soient emportés dans le courant. Parce que s'ils choisissent la passe, c'est précisément pour que leurs œufs soient emportés dans ce courant, à l'extérieur du récif, se développer loin du récif et des prédateurs. La veille, ils étaient 18 000, le lendemain, plus un seul. Rendez-vous l'année prochaine. Voilà. C'est ce qu'on a fait nous aussi. Pendant 5 ans, on est retourné chaque année pour les voir se reproduire. Bon, il y a plus dur comme routine, je l'admets. Et chaque année, on est revenu plus nombreux avec mes camarades. Essentiellement, pas que pour cette demi-heure, parce que cette ponte, c'est une demi-heure dans l'année, mais pour assister à ce spectacle qui m'avait frustré, qui m'avait même fait un peu peur la première année, de m'approcher de ces requins la nuit et de voir ces chasses nocturnes qui elles, ont lieu toutes les nuits, et en particulier pendant ces 2 semaines de rassemblement des mérous. Ces requins qui se métamorphosent, ce n'est pas une figure de style. Physiquement, ils changent. Leur mâchoire est presque à l'extérieur de la gueule en permanence. Et évidemment, c'était un peu impressionnant de les voir comme ça, capables de briser le récif pour aller débusquer des proies, les voir parfois même se mordre entre eux de la sorte. Donc on gardait nos distances et on voyait bien qu'il se passait des choses. On voit bien que là, il s'est passé quelque chose. Voilà. Ce qu'on a tout de suite compris par contre, même quand on gardait nos distances, c'est que les requins seuls n'arrivaient à rien. Quand on les voyait tenter d'attraper des proies tout seuls, c'était 0% de réussite. Il ne faut pas sous-estimer... on a tendance à surestimer la puissance d'un requin et à sous-estimer celle du poisson rouge. Voyez. Mais lui aussi, il a des millions d'années d'évolution et de virtuosité dans l'esquive. Par contre, dès que ces requins instinctivement se mettent à chasser de manière collective, alors là, ça devient très difficile pour les proies et en une demi-seconde, elles disparaissent. La seule solution, pour les mérous en particulier, est rester planqués toute la nuit. Ou au moins ne pas bouger, ça suffit. C'est pas que les requins aient une mauvaise vue, ils voient très bien, mais ils s'intéressent qu'à ce qui bouge. Alors évidemment, il ne faut pas sursauter. Si on sursaute et qu'on sort du truc, on est tout de suite encerclé, et dans la demi-seconde qui suit, il y a une horde de requins qui se jettent sur vous. On peut voir la lassitude dans le regard de ce pauvre mérou. C'est plus efficace qu'une meute de loups. 25% de réussite. Une meute de loups, c'est 14%. Plus efficace qu'une meute de mammifères supérieurs. Vous voyez. Par contre, chez les loups, il y a un partage des proies, ce qui n'existe pas chez les requins. Après, c'est chacun pour soi. La collaboration fait tout de suite place à une compétition et ce pauvre mérou est complètement écartelé. Il faut aller très vite, même quand c'est une proie épineuse, plein de pointes comme ce gros poisson nason chirurgien, il faut essayer de l'avaler le plus vite possible parce qu'on est tout de suite suivi par la horde qui veut en récupérer un morceau. La horde, ce qu'on a découvert aussi, c'est leur capacité à s'attaquer à des proies de grande taille, ce qu'ils n'osent jamais faire quand ils sont tout seuls. On les a vus s'attaquer à des murènes javanaises qui font la moitié de leur poids. Ils n'osent pas le faire quand ils sont tout seuls. Et tout ça, évidemment, s'est terminé par de nombreuses publications scientifiques qui ont montré le mécanisme de ces chasses collectives organisées et surtout synchronisées. Et pour faire toutes ces images, évidemment, il a fallu d'abord s'habituer à être avec eux, rester serein,
comprendre, il nous a fallu un peu de temps, qu'à aucun moment nous étions des cibles, nous étions juste des obstacles sur leur passage. Alors on était bousculés, mais comme peut-être vous avez été bousculés en rentrant si nombreux dans cette salle. Voilà, c'est pas dangereux, on est bousculés. Après, il a fallu apprendre à éclairer. Moi, je voulais ramener des images qui correspondent à une vision nocturne. C'était pas le but de transformer la nuit en jour. Alors, de donner un éclairage très délicat qui donnait l'impression d'une lumière un peu lunaire. Et puis enfin, le vrai secret de ces images, c'est qu'il n'y a pas de secret. Mes camarades et moi avons fait 3400 heures de plongée au même endroit, toutes les nuits, parfois plusieurs fois par nuit, du point A au point B, toujours recommencer. Voilà, on appelle ça de l'aventure, mais c'est aussi l'art d'une routine ailleurs. Ça, c'était la 3e expédition Gombessa. C'est le nom de mes expéditions. Et vous apprécierez, j'espère, ces effets spéciaux de haut niveau. Gombessa, c'est lui. Voilà. C'est classe quand même, hein, comme... Bon. On fait ce qu'on peut. Et voilà, ça c'est lui, c'est le sélacanthe. Le sélacanthe, c'est une légende vivante. C'est la plus grande découverte zoologique du XXe siècle. Parce qu'on le croyait disparu. On le croyait disparu depuis 65 millions d'années. On ne connaissait que des fossiles de cet animal. Et tout à coup, au milieu du XXe siècle, il réapparaît. Personne n'y croit. On pense même que c'est un canular, une imposture. On dirait un fake aujourd'hui. Et pourtant, il apparaît. Il apparaît sur les côtes de l'Afrique du Sud, sur une côte très difficile d'accès, un peu comme mon golfe du Lion natal, en fait. Pas très accueillant, des plages en perte de vue, pas d'abri, où les conditions de plongée ne sont pas simples, où 2 plongeurs sont morts en 2000 pour essayer d'être les premiers à aller le filmer, le photographier dans son univers, et où nous avions la prétention d'aller jusqu'à 120 mètres. Alors j'ai quand même pris presque 10 ans à me décider à aller faire ces plongées-là, et c'est difficile de savoir, est-ce qu'il a fallu 10 ans pour trouver le sélacanthe et plonger avec lui, ou est-ce qu'il a fallu 1 minute 30 ? Parce que c'est 1 minute 30 qui nous sépare, qui sépare cette image de celle-là, 120 mètres plus bas, devant l'antre du sélacanthe qui nous attend. Première plongée, première minute au fond, il était là. Preuve que la chose difficile, c'était pas de trouver le sélacanthe, c'était d'accéder à son univers, simplement. Et quel univers, hein. Vous voyez la silhouette de ce petit plongeur. Il faudrait 5 hauteurs du même écran pour se figurer ce que c'est d'être à 120 mètres à cette échelle-là. Vous voyez. Et puis quel animal, hein, 2 mètres de long, parfois plus de 100 kilos. Et il semblait être là, à nous attendre le long de ces canyons, à nous attendre depuis 65 millions d'années. Hein, voilà. Et puis très, très placide, parce que c'est un animal dont l'activité est surtout nocturne, alors on pouvait l'approcher de près et observer toute son anatomie qui vient d'un autre âge. Ses nageoires avec ses épines de dentine, ses écailles qui en tout point de son corps se chevauchent de 3 épaisseurs. Une armure sans doute intéressante quand la mer était peuplée de dinosaures marins et de requins géants, vous voyez. Voilà. Alors, mais on n'était pas là juste pour l'admirer, on était là pour l'étudier. On était avec des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, des paléontologues, des gens qui étudient normalement les fossiles, et qui étaient avec nous. Ils ont eu beaucoup le mal de mer sur le bateau, mais ils ont été vaillants, ils étaient tellement impatients de chaque plongée qu'ils venaient sur le bateau malgré le mal de mer. Bravo à eux. Et puis, c'est eux qui ont développer cette idée, la caméra girafe, parce qu'il y a là un coup qui va se déployer pour filmer avec l'aide guidée par des rayons laser, pour filmer de 2 axes différents les mouvements de ces nageoires. Vous voyez là les 2 lasers pointés, 2 axes caméra, pour modéliser en 3D le mouvement de ces nageoires. Pourquoi ? Parce que ces nageoires, elles sont tout à fait spéciales. Ces nageoires, vous voyez, elles sont pédonculées. Les rayons ne sont pas collés au corps directement. Il y a comme un petit avant-bras. Et un paléontologue vous montre avec précision, à l'intérieur de cette nageoire particulière, l'amorce de tous les os des animaux terrestres. Il y a là-dedans un tibia, un péroné, un fémur, tout y est. Ça ne demande plus qu'à évoluer et à sortir de l'eau. Alors ça, c'était très intéressant pour eux de voir comment ils se servent de telles nageoires. Et voilà. Et c'est ce que l'on a fait donc, au cours de ces plongées.
autour de cette star, cette diva, je dirais même, de la zoologie, parce que c'est une diva. Les rendez-vous sont de très courte durée, hein, à ces profondeurs-là. Elle ne sourit pas, mais elle prend très bien la lumière. Et puis, des fois, elle n'est même pas au rendez-vous, en plus, vous voyez. Et puis, ça coûte cher. Alors ça coûte cher, oui, tout court, et puis ça coûte cher aussi en énergie. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, mon camarade, c'est le premier jour, première plongée, moi je suis déjà en train de remonter quand je fais cette photo, et mon camarade Yannick continue de le filmer. Il se dit peut-être qu'on ne le verra plus. Alors il insiste un peu. Il reste 4 minutes de plus que moi. Ça peut paraître anecdotique, sauf que 4 minutes de plus à cette profondeur-là va lui coûter 1 heure de plus de remontée. Avec mes camarades, on a passé parfois plus de 5 heures à décompresser, parce qu'on a poussé parfois jusqu'à une demi-heure avec lui au fond. Voilà ce que coûte d'aller observer profond. 30 minutes au fond, 5 heures de remontée, avec pas grand-chose à faire, hein. On est seul dans sa tête, on dérive parfois sur plus de 10 km, parce qu'en plus il y a beaucoup de courants là-bas. Avec ce sentiment un peu, qui peut être anxiogène, vous voyez, on nous voit en transparence autour des zodiaques. Sauf que on n'est pas à 5 mètres de la surface, on est à 5 heures de la surface. Et ça peut être vite anxiogène de dériver comme ça. Alors on a des palliatifs, hein, on essaie de faire passer le temps. Par exemple, là, je suis en train de regarder un film, vous voyez, voilà. Bon. Mais le plus fou, c'est pas tant que je regarde un film sous l'eau, pour passer le temps, c'est que les créatures de science-fiction d'Avatar, là, sur l'écran, il y a les mêmes pour de vrai, juste à côté. Voilà. Au bout de quelques semaines, on ne regarde plus l'écran, on regarde ce qui passe. Alors c'est maigre, hein, j'en conviens, et puis c'est petit. Hein. Vous voyez ce petit coquillage pélagique, on croit que les coquillages c'est toujours sur le fond, il y a des coquillages qui flottent en pleine eau comme ça, mais c'est très petit, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Mais je vous garantis que quand ça fait 4 heures que vous dérivez dans le bleu, avec rien à vous mettre sous le masque, ça c'est un deuxième sélacanthe. Je vous assure. Voilà. Et puis surtout qu'il y en a qui sont juste sublimes de ces coquillages pélagiques. Et il y a une vraie même curiosité de ces. Il n'y a pas que nous qui sommes curieux. Il y en a qui viennent à nous, qui viennent nous voir. On sent bien qu'eux aussi s'ennuient profondément dans ce bleu océanique au large où il n'y a pas grand-chose à faire. Et au fur et à mesure que les heures passent et que l'on dérive comme ça en surface, on les agrège autour de nous. Il y en a de plus en plus, avec le petit inconvénient que forcément, quand on attire les petits, on a vite fait d'attirer les plus gros, évidemment, qui en plus ont toutes les raisons d'en vouloir au genre humain. Vous voyez, les hameçons qui portent à sa mâchoire. Voilà, donc effectivement, c'était très impressionnant. On n'a pas le droit de sortir, hein, il faut faire un palier là quand même. Voilà. À l'heure où de toute façon plus personne n'est modeste, autant être prétentieux, nous étions des héros. Franchement, on était des héros et on caressait l'étoffe des héros. Vous voyez même, voilà. Mais ça c'était. Vous m'attendez parce que ça c'était avant la plongée. Après la plongée, c'est déjà beaucoup moins glorieux. Voilà, les plongées sont de longue durée, hein, vous avez bien compris. Et puis c'est pas toujours voilà, il y a de la casse de matériel, mais on savait pourquoi on faisait ça. On faisait ça pour une rencontre exceptionnelle, pour un face-à-face avec une légende vivante. Les premières images du sélacanthe dans son univers propre, par 120 mètres de fond. Et en plus, il nous a fait découvrir son univers. Il y avait plus que lui-même. Il y avait tout son univers, cette zone mésophotique, la zone crépusculaire, cette zone où il y a très peu de lumière. Il a été la carotte pour nous faire découvrir tout un univers, parce qu'autour de lui, ça grouille de vie, une vie qu'on n'a pas l'habitude de voir photographiée. Le poisson ananas, vous voyez, ça va de soi, hein. Et on ne peut pas l'appeler autrement. Hein. Voilà. Moi, c'est la première fois que je le voyais en banc complet. J'avais parfois vu des individus solitaires, jamais des bancs. Ce poisson-feuille qui n'a pas de nom scientifique. Ce poisson-dragon, lui aussi, qui n'a jamais été décrit par la science. Des découvertes étaient possibles. Et même au palier de décompression, en remontant à la surface, vous voyez ce petit poisson. Là, encore une fois, quand je dis petit, je mesure mes mots. Hein. Il est tout petit. Rien d'autre que la larve du poisson ananas qu'on avait vu au fond dans la grotte du sélacanthe. Photographié pour la première fois lui aussi. Alors voilà pourquoi la rencontre avec le sélacanthe, quand elle s'est achevée, c'était pas
une fin en soi, c'était le début. Le début des expéditions Gombessa, c'est pour ça que toutes mes expéditions portent le nom tribal du Sélacanthe, Gombessa, c'est comme ça qu'on l'appelle aux Comores. Parce que je savais qu'il y allait avoir plein de choses à aller observer partout sur Terre, dans cette zone profonde où règne 1% de la lumière du soleil. Et les sponsors étaient contents, alors on en a vite profité. On a continué, et on s'est dit autant continuer tout de suite par le plus difficile, alors on a filé en Antarctique. Avec la prétention de faire les mêmes plongées, aussi profondes et aussi longues, mais avec de l'eau qui fait 30 degrés de moins. On passait de 28 à moins 1,8 dans l'eau. Voilà. Et là, les ambitions sont vite calmées quand on s'approche dans ces... voilà. Alors heureusement, après, une fois qu'on est sur place, l'accueil est très chaleureux. Et voilà où nous avons passé 2 mois et demi. Voilà. Bon, pas tout à fait là. On était quand même plutôt bien logés sur la station polaire française, de la base de Dumont d'Urville, qui nous a accueillis, qui nous a laissé 11 places qui ont été prises à 11 personnes qui auraient voulu avoir ces places, à 11 chercheurs français. Et donc c'était un privilège, mais aussi le devoir d'essayer de faire des belles choses. Moi j'ai voulu y aller très tôt dans la saison pour avoir des eaux cristallines. L'inconvénient c'est que du coup il y a encore beaucoup de glace et qu'il faut se frayer un passage là-dedans, que ce n'est pas simple. On n'a pas la virtuosité des phoques de Weddell, même les plus jeunes. Celui-là il croit que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu, hein. Voilà. Et ce sont les meilleurs guides, en fait, pour se glisser sous cette banquise qui est complexe. C'est les meilleurs guides. Eux connaissent, parce qu'il ne faut pas imaginer la banquise comme un truc tout simple. Le ciel, la glace, l'eau et le fond. Ah non. La glace est bien plus chaotique. C'est un vrai labyrinthe pour accéder au fond. Et les meilleurs guides, c'était eux connaissent des passages pour pouvoir se glisser comme ça jusqu'au fond et atteindre des écosystèmes extraordinaires qui nous attendent là, sur le fond, des créatures... superbes et des décors, vous avez vu, multicolores. On est dans le continent monochrome par excellence. Et sous l'eau, c'est presque psychédélique. L'autre grand contraste, c'est celui de la biodiversité. Le plus grand désert du monde en surface, à côté, le Sahara, c'est une jungle. Hein. Il y a des centaines d'espèces dans le Sahara. Là, il n'y a rien. Et sous l'eau, c'est plus de 9000 espèces déjà décrites, rien que sur la terre Adélie, c'est-à-dire la toute petite tranche de camembert gérée par la France. Alors des créatures qui parfois ont des formes tropicales, hein, comme ces crinoïdes, ou d'autres qui n'appartiennent que aux hautes latitudes, comme les panthopodes, ou comme cet isopode aplati. La pieuvre des glaces, au sang bleu, qui porte de l'antigel dans son sang pour ne pas rester figé. Le dragon de Shackleton, en hommage à l'explorateur britannique Ernest Shackleton, peut-être à cause de la petite barbiche, je ne sais pas. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas en reste, on a le dragon de Jacques-Yves Cousteau, quand même, avec le bonnet rouge. Voilà. Alors, je reconnais, hein, c'est moi qui ai inventé le nom. Mais personne ne me le reprochera. Personne n'a été capable de me donner le nom de ce poisson. Parce qu'on connaît le peu que l'on sache des animaux de l'Antarctique, c'est une fois qu'ils ont été capturés. On n'a aucune idée souvent de à quoi ils ressemblent vivants dans leur milieu naturel. Cet autre poisson d'Antarctique n'a pas de nom scientifique, lui non plus. Il n'a pas pu être décrit. Mais il ne faudrait pas croire que c'est juste une collection de petites bêtes isolées. Non, il y a une diversité d'espèces, il y a une diversité d'écosystèmes, une diversité d'assemblage d'espèces. En fonction des profondeurs, on arrive dans des décors qui, franchement, sont presque dignes des tropiques. Et ça, c'était des explorations effectivement fantastiques qu'on aurait voulu faire durer. Mais évidemment, cette température de moins 1,8 dans l'eau, rajoutée à la haute pression, à l'hélium que l'on respire pour avoir les idées claires, nous refroidissait l'organisme très vite. Et au retour, en suivant les fils d'Ariane lumineux pour retrouver la sortie, la décompression, elle, on ne peut pas y couper sous prétexte qu'il fait froid. Donc ces heures et ces heures à attendre sous la glace, c'était douloureux. C'était douloureux, mais ce n'était pas du tout ennuyeux. C'était bien, et même je dirais que la douleur était parfois oubliée parce qu'on avait droit à des choses incroyables. Les doigts de glace, des sortes de stalactites éphémères qui poussent en quelques heures et disparaissent instantanément, dont on a été témoin en début de saison sous les toits de glace, vous voyez. Plus incroyable encore, l'anémone des glaces. Une petite anémone au corps mou,
mais capable de creuser la glace par un mécanisme qui nous échappe pour s'installer comme ça durablement sous la banquise. Voilà. Ça, c'était des choses merveilleuses qui nous faisaient un peu oublier la morsure du froid, sans parler de ces décors multicolores liés à la profusion d'algues et de bactéries dans des glaces pluriannuelles, c'est-à-dire des glaces qui ne fondent pas l'été et qui, du coup, se patinent avec le temps, se chargent d'organismes. Jusqu'à même cette vision improbable, la face cachée d'un iceberg. Les petits vermicelles que vous voyez là sont mes camarades à qui on a demandé de sourire pour la photo, mais on n'y arrivait pas. On était un peu figés, vous voyez. Voilà, vous avez vu, on a appris du coup, au fur et à mesure des années, à plonger très profond, à plonger très longtemps, à plonger quand il fait très froid. Et bien tout ça, ça a été nécessaire sans doute à se retrouver un jour à cet endroit-là. Vous voyez péniblement la silhouette minuscule des plongeurs devant cette montagne sous-marine qui n'est rien d'autre qu'un prolongement des Alpes, sous l'eau. On est sur la côte d'Azur, pas très loin de Saint-Tropez. Mes camarades, là, sur la photo, sont à 144 mètres de profondeur. C'est beaucoup. Hein. Et ça ne fait pas 20 minutes ou 30 minutes. Ça fait 4 heures qu'on est au fond. Donc si vous avez retenu un peu la leçon, vous faites une petite règle de 3, ça veut dire qu'il faut 4 jours là, pour sortir. C'est pas possible. Pourtant, c'est la réalité. Il faut 4 jours pour sortir. Sain et sauf. Hein. Donc, comment faire? La seule solution, du coup, c'est de rejoindre cette petite capsule, de rentrer à l'intérieur, de bien fermer la porte. Ça, c'est important de bien serrer la porte. Et ensuite, on remonte. On remonte en 1 minute à la surface. C'est un ascenseur. Sauf que la pression dans la tourelle reste la même qu'au fond. Donc le corps ne subit aucune décompression accélérée. Tout va bien. C'est comme si la plongée continuait, en fait. Et quand on arrive en surface, on est connecté à un caisson de vie, à l'intérieur duquel il y a un sanitaire pour se doucher, un module avec 4 petites bannettes, de quoi se nourrir. Et en fait, on reste en pression. Et du coup, on s'affranchit de la décompression. Et on peut repartir plonger dès qu'on a retrouvé ses forces, dormi un peu, mangé un peu, on peut recommencer immédiatement. Et ça, on l'a fait pendant 28 jours. 28 jours, on est parti, c'était la première fois qu'on a fait cela, c'était le 1er juillet 2019. On est parti de la Pointe-Rouge à Marseille, avec cette station de plongée qui appartenait à l'époque à l'Institut national de la plongée professionnelle, une grande institution française qui a disparu, et c'est bien triste aujourd'hui. Et ça nous a permis de partir comme ça, pour 28 jours enfermés dans 5 mètres carrés. On peut voir d'ailleurs que l'ambiance est joyeuse à bord. On sent que ça va quand même être un peu long d'être enfermé comme ça. Mais on sait pourquoi on le fait. On le fait pour un privilège énorme, accéder à des profondeurs sans limite de temps. Alors c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire. Nous, on ne peut que attendre d'être... qu'on positionne, que la barge soit positionnée à la verticale des lieux que l'on veut explorer. Ensuite, alors, on n'a plus qu'à se glisser, enfiler nos combinaisons, glisser d'un module à l'autre jusqu'à ce que l'on soit dans la tourelle. Là, c'est 1 mètre carré. Hein. Là, c'est tout petit. Hein. On est vraiment là serrés, tous les 4. C'est tellement petit d'ailleurs que nos équipements sont à l'extérieur. Nos scaphandres recycleurs, nos bouteilles de secours, mes appareils photo, tout est à l'extérieur. Il n'y a pas la place dedans. Et quand on arrive à 120 mètres, en tout cas à la profondeur que l'on veut explorer, alors la porte s'ouvre toute seule. Parce que la pression à ce moment-là, dedans et dehors est la même. La porte tombe toute seule. Et à ce moment-là, il suffit de se glisser dans l'eau, enfiler nos scaphandres et être prêt à partir, se promener par 120 mètres de fond. Alors on n'a rien inventé, tout ça c'est un grand détournement. On a détourné les moyens de la plongée industrielle uniquement réservés aux scaphandriers qui vont réparer des plateformes, des pipelines sur les plateformes pétrolières. Voilà. La seule chose qu'on a fait, nous, c'est que normalement, le scaphandrier, il sort comme ça, avec son gros casque de scaphandrier et un ombilical qui l'alimente en gaz, en eau chaude, en communication, en électricité. Enfin, voilà. Il est quand même raccordé et tenu en laisse par la tourelle et il ne peut que travailler juste sous la tourelle. Nous, évidemment, on voulait le beurre et l'argent du beurre. On voulait être libre, avoir cette autonomie illimitée, mais être libre de partir explorer. Et donc, il fallait qu'on plonge en autonomie avec nos scaphandres recycleurs. C'était ça, la nouveauté, ce mariage d'une technique empirique, la plongée à saturation industrielle, et la plongée que l'on pratique, nous, depuis 10 ans avec ces scaphandres-là. On était libre. Alors, libre, ça ne veut pas dire léger, hein. On est quand même bien
bien chargé, vous voyez, de redondance, tout ça. Évidemment, c'est beaucoup de moyens, des risques, etc. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'en Méditerranée, à partir de 60, 70 mètres et jusqu'à 120 mètres, existe un écosystème unique au monde, qu'on appelle les récifs coralligènes, que j'aime appeler les récifs coralliens de la Méditerranée, parce que biologiquement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire des êtres vivants qui fabriquent eux-mêmes leur biotope, qui fabriquent eux-mêmes leur habitat. Par couche de calcaire, ils fabriquent de la roche, avec d'ailleurs un panel d'espèces bien plus large que sur un récif corallien où ce sont les coraux essentiellement. En Méditerranée, il y a des coraux, mais il y a aussi surtout des algues calcaires qui cimentent tout ça, des mollusques avec leurs coquilles, des vers marins avec leurs tubes, des éponges. Et tout ça grandit couche par couche dans un chaos comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en permanence un bras de fer entre des espèces qui bâtissent, qui fabriquent de la roche, et puis celles qui au contraire la détruisent, la rongent. Et c'est important ce bras de fer, parce que c'est à cause de ces antagonismes, à cause de ces contradictions, qu'on arrive à des systèmes très chaotiques et donc très riches. Vous voyez ? On peut faire le parallèle avec les sociétés. Hein. Les gens qui pensent qu'il faut être que d'une façon, ça ne marche jamais. La diversité, c'est la source d'une richesse et d'un fonctionnement qui est là. S'il n'y a pas cette opposition d'êtres vivants complètement différents les uns des autres, on n'arrive pas à ce niveau de diversité qui stabilise un écosystème. C'est parce qu'il y a toute cette diversité qu'il peut subir un peu des atteintes. Et on a eu la chance donc d'explorer ce milieu, d'être témoin de créatures qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Mais toutes ces créatures, elles ne sont pas rares, mais il est rare d'aller les voir. En fait, tout expert de la plongée technique que nous étions, on est des débutants. On est comme un enfant qui s'émerveille devant un œuf dans son jardin. C'est aussi banal que ça, le crabe précédent que cet œuf. Mais voilà, il y a cette sensation de terre vierge. Et pourtant, si je regarde sur mon GPS, je suis au large de La Ciotat. Je suis au large de Nice. C'est pas le fin fond de la Papouasie, vous voyez. Et pourtant, on s'y croit. On s'y croit parce que personne ne se balade à ces profondeurs-là. Alors, je ne dis pas que c'est intact. On est quand même rattrapé par d'autres réalités. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, le long de cette paroi ? Ah oui, je commence à comprendre. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est une réalité méditerranéenne. Ne vous inquiétez pas, vous avez les mêmes ici. C'est aussi une réalité de la Côte d'Azur, vous voyez. Et le pire, c'est que ces rejets, c'est pas des trucs clandestins. Hein. Non seulement c'est officiel, mais en plus ça respecte les seuils. Mais on comprend bien que c'est pas sans impact. Hein. Voilà, on peut miser sur la dilution dans la Méditerranée, c'est le principe, hein, on mise sur la dilution. Mais les années passent, les démographies augmentent, et cette dilution, elle commence à en souffrir. Il y a des choses en Méditerranée qui sont peu réjouissantes. Ça, c'est même des expériences volontaires de scientifiques dans les années 70. C'était un autre concept de la conservation. On croyait créer des récifs artificiels avec ces pneus. Vous voyez. 30 ans plus tard, il n'y a pas une bestiole dessus. Ça, c'est une réalité aussi hein, de la Méditerranée. On est même à l'intérieur d'une aire marine protégée, là. Vous voyez. Parce qu'une aire marine protégée, ce n'est pas un aquarium. On peut dire tout ce que l'on veut, mais il n'y a pas des frontières. C'est des choses qui demandent à être prises en place, à être prises en charge à un niveau plus conséquent que simplement limiter une zone à sa protection. Mais enfin, c'est la réalité de la Méditerranée, mais ce n'est pas la seule, évidemment. Et moi, je ne fais pas ce métier-là et je n'ai pas mis en place ces techniques de plongée pour ça, hein, pour me démoraliser. Déjà, je vivais à 3 enfermé avec d'autres. Et les gars, là, bon, il fallait que dehors, ce soit réjouissant. Je l'ai fait pour ça, pour aller voir cette diversité de paysages que nous offre encore la Méditerranée, et même la Méditerranée française. Et là aussi, une diversité, non pas que d'espèces, une diversité d'assemblage d'espèces, d'écosystèmes. Ces colonnes d'éponges, ces champs de vers marins, ces pinacles de corail jaune, cette forêt blanche de corail noir. Et pour une fois, avec la possibilité de ne plus compter mes minutes, être là un peu sans limite, avoir le temps de rentrer dans la forêt, voir tout ce qu'il s'y passe, rentrer dans le détail des créatures, ce que vous voyez là, comme c'est pas une boule à facettes, c'est un œil, l'œil d'une petite crevette, la crevette narval qui vit en groupe comme ça, et où il est magnifique d'observer le réseau d'antennes qui leur permet de communiquer les unes avec les autres. Nous étions dans des espaces gigantesques,
à chercher la petite bête. Et encore une fois, ce qui était difficile, c'était pas de trouver ces espèces, c'est juste d'accéder à leur univers. La morue cuivrée, photographiée pour la première fois, le barbier perroquet, lui aussi, là pour la première fois, ou encore le plus terrifiant de tous, le poisson bœuf. Regardez-moi ça, c'est incroyable quand même. Le crabe Ferrari. Ah, ça va de soi, hein, voilà. Mais moi, ce que je trouve le plus passionnant, c'est même pas ces espèces insolites qu'on ne connaissait pas. C'est des fois les espèces les plus communes, les plus banales, mais dont on a oublié les tailles de géants qu'ils peuvent atteindre. Vous en avez des homards comme ça encore au Havre ? Bon, il n'y en a plus beaucoup en Méditerranée, mais celui-là, il existe encore. Pas étonnant, il est dans une zone protégée. Comme quoi, les zones protégées, ça marche, hein. Voilà, attention. Quand on met des vraies règles, ça fonctionne. Il est dans les eaux protégées du parc national de Port-Cros, mais à 80 mètres de fond. C'est Saint-Pierre. Ceux-là, ils ne tiennent pas dans une assiette, hein, je peux vous dire. Ces congres gigantesques, plus grands que le plongeur. C'est Baudroie. Enfin, chez nous, on dit Baudroie, mais ici, on dit la Lotte, hein, je crois. Je ne sais pas pourquoi vous avez changé le nom. Bon. Faites ce que vous voulez. Hein. Et il y a ce qu'il y a, et puis il y a ce qu'il se passe, du comportement. Avoir le temps d'observer des comportements animaliers. Ces poissons-lunes qu'on a l'habitude parfois de voir flotter en surface, mais qui aiment rejoindre les grandes profondeurs où ils cherchent des stations de nettoyage. Des endroits où des petits poissons se tiennent toujours et où ils vont venir comme ça, sur leur corps, les débarrasser de leurs parasites, etc. Et même, vous voyez, même leur rendre leur sourire. D'autres comportements, les calamars veinés, qui déjà en soi sont des espèces très rarement observées et dont on a eu la chance et même le privilège d'observer l'accouplement. Et ça, c'est vraiment un privilège, surtout quand on sait que ces calamars ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie et meurent juste après. Donc c'était vraiment un privilège de pouvoir illustrer cela. Et un privilège, c'est souvent, il y a des contraintes à un privilège, forcément. La contrainte, elles étaient souvent dans des contrastes très forts d'état psychologique ou même physique. On souffrait d'une chaleur accablante à l'intérieur de la station. Et à côté de ça, on souffrait d'un froid glacial quand on respirait l'hélium sous pression dans l'eau froide. On pouvait souffrir un peu de claustrophobie dans nos 5 mètres carrés. Et l'heure d'après, on avait le vertige et peur de se perdre dans l'immensité et de ne plus retrouver la petite capsule jaune qui est quand même notre seule sortie de secours. On passait d'une espèce d'inaction abrutissante, parfois, à attendre avec rien à faire, et tout à coup, un sentiment un peu dangereux d'être autorisé à tout, vous voyez. Alors ça, c'est un peu bizarre comme contraste, il y a de quoi devenir un peu cinglé, quoi. Hein. On passait de la paranoïa à l'intérieur parce qu'on était sous le contrôle permanent de la surface, 20 caméras dans 5 mètres carrés. C'est n'importe quoi, hein. Soi-disant pour notre sécurité. C'est un peu vicelard quand même. Et donc on était en permanence comme ça, contrôlé, et puis tout à coup, on était dans une extase à l'extérieur, comme si on était sans limite dans nos explorations, vous voyez. Cet autre contraste aussi, de cette sensation de solitude, un peu au fond, alors qu'en réalité, il a fallu la solidarité de 40 personnes en surface pour les 4 privilégiés que nous étions. Mais le plus intéressant de ces contrastes liés à ces explorations, c'est celui de la connaissance. Se rendre compte que plus on explore, plus on mesure l'étendue de son ignorance, et elle est gigantesque. Et ça, en fait, c'est réjouissant. C'est extraordinairement réjouissant. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à faire. Et plus intéressant que la contemplation, il y a la compréhension de tout ça. Moi, je trouve aujourd'hui la beauté du monde, je trouve que c'est plus une source de convoitise qu'une source de respect. Je ne crois plus au fait de montrer la beauté du monde pour obtenir un respect. Dès qu'on montre quelque chose de beau, on veut y aller et faire aussi sa photo. Par contre, montrer les mystères du monde, montrer à quel point tout ça nous dépasse, pourquoi ce sélacanthe est encore là, pourquoi cette limule d'un autre âge qui n'a pas évolué depuis 400 millions d'années, est aujourd'hui complètement nécessaire à la santé humaine parce que son sang unique au monde possède une molécule qui passe systématiquement avant la commercialisation de n'importe quel vaccin. Personne ne le sait. Et c'est la réalité, mais c'est déjà d'autres histoires que peut-être j'aurai l'occasion de vous raconter. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour ce voyage exceptionnel. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions. J'espère que vous m'avez entendu. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, donc je vous propose de lever la main pour que les bénévoles dans la salle puissent vous apporter le micro. Et moi, je vais tout de suite vous demander, Laurent Balesta, est-ce que vous travaillez systématiquement avec des scientifiques, puisque vous passez votre temps à montrer des choses qu'on ne connaît pas, ou du moins dont on ne connaît pas la biologie, le comportement? Où est la place des scientifiques? Et vous avez évoqué les publications, donc ça veut dire que... Oui, elle est primordiale. Je pense que quand on s'intéresse à des mystères du monde sous-marin, il est primordial de tout de suite mettre une rigueur scientifique dedans, parce que sinon, on raconte n'importe quoi. Le mysticisme est vite là quand on est devant des mystères, vous voyez. Donc moi, j'ai une formation de scientifique au départ, donc j'y suis attaché. Et puis, j'ai l'impression de faire que tout ce que vous venez de voir, c'est fait avec 4 copains un peu tête brûlée, tout ça. Non, c'est des gens sérieux, hein. Ils sont tous scientifiques. On a un bureau d'études qui s'appelle Andromède Océanologie. On est reconnu organisme de recherche. On est lié à l'université de Montpellier. On accueille des doctorants presque. On en a un en cours cette année. On a déjà validé 4 thèses de doctorat au sein d'Andromède Océanologie. Et effectivement, après, on arrive parfois dans des domaines, des disciplines qu'on ne maîtrise pas bien, des groupes zoologiques qu'on ne connaît pas. Alors là, oui, on va chercher de la ressource ailleurs, au Muséum d'histoire naturelle, plus récemment au Collège de France avec Édouard Barre, qui nous a énormément aidés. Sans lui, nous n'aurions pas pu percer le mystère des anneaux du Cap Corse, que je vous invite à regarder en replay sur Arte si vous ne l'avez pas fait. Voilà. On peut le voir, c'est vrai. Venez, on va s'asseoir, Laurent Balesta. Hop là. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Quoi qu'il en soit, là, vous n'avez pas montré tout, mais par exemple, une des expéditions qui est encore en cours, c'est les requins-marteaux en Polynésie. Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'aller sur un spot plutôt qu'un autre? Est-ce que les scientifiques vous posent une question en disant « Toi qui plonges si profond, tu pourrais pas aller voir ?» Ou bien est-ce vous qui décidez d'aller montrer une merveille ou quelque chose de pas très connu? Oui, ça peut arriver qu'on réponde à une sorte de commande, un peu. Mais l'exemple du requin-marteau est assez sympa ou anecdotique parce que, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas mon obsession à moi, comme ce qu'on a vu là. C'est des gars de mon équipe, plus jeunes, peut-être plus enthousiastes aussi, ça s'use, hein, l'enthousiasme un peu, et qui étaient avec moi à la reproduction des mérous. Deuxième expédition de Gombessa, qui ont suivi ensuite quand on est allé faire les chasses nocturnes des requins. Donc c'était le même endroit, simplement on montait dans la chaîne trophique, hein, les mérous, puis les requins qui les mangent. Et pour ces gars de mon équipe qui m'accompagnent, il était évident qu'il fallait passer au-dessus, le grand requin-marteau, puisque lui, il mange les requins gris. Donc il y avait une trilogie là à créer. Je n'y croyais pas, je pensais que on allait au casse-pipe parce que le requin-marteau, pour le connaître quand même un peu, j'ai vécu 1 an et demi là-bas, donc je sais à quel point il est farouche, à quel point il ne se laisse pas approcher, et à quel point on a notre éthique et qu'on ne fait pas d'appâtage, de nourrissage pour le faire venir. Donc ça me paraissait mission impossible. Mais ça aurait été un comble si j'avais empêché de rêver, de laisser rêver mes camarades. Donc eux ont continué à aller sur leur congé, sur leur RTT, parce que voilà, ils y allaient quand même. Et petit à petit, ils m'ont prouvé que j'avais tort et qu'on arrivait avec des petites astuces et beaucoup de patience à l'approcher. Et on en est du coup à la 4e année de travail sur le grand requin-marteau et qui va s'achever cette année. Voilà, vous repartirez en décembre, ce sera la fin. Et ça donnera peut-être, ou même sûrement, un film? Je l'espère. Il faut encore que les chaînes et les diffuseurs nous fassent confiance parce qu'on repart toujours à zéro à ce niveau-là. Monsieur, je vous en prie. Faire ses preuves. Est-ce que vous pourriez, merci de me répondre, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment le mérou fait pour changer de sexe au fur et à mesure de sa vie? Wow, alors là, vous me posez une colle, parce que c'est plus un constat qu'une explication. C'est hormonal, hein. Tout à coup, il y a un changement hormonal qui le fait changer de sexe. Hein. C'est même, c'est comme ça que s'opère la chose. Qu'est-ce qui est déclencheur de cela? C'est très difficile à dire, mais c'est souvent lié quand même à une pression démographique de l'espèce. La preuve, c'est qu'on a constaté, par exemple, qu'en Méditerranée,
où il y a un mérou bien connu, Peniphelus guaza, qui est marginatus, qui est là depuis toujours, très connu. Mais dans les années 80, il a connu un déclin très très fort, quasiment jusqu'à la disparition. En tout cas, il y a eu un moratoire où tout à coup l'espèce a été protégée, interdite de commercialisation, etc. Et dans cette période de pénurie où il y avait de moins en moins de mérous, eh bien, on s'est rendu compte que le changement de sexe opérait beaucoup plus précocement pour qu'il y ait des femelles prêtes à pondre beaucoup plus tôt. Or, et le contraire, aujourd'hui que les populations reprennent de plus belle, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de mérous. C'est une belle victoire, en tout cas, ce moratoire. Encore cet été, j'étais en Corse et j'ai pu compter des centaines de mérous sur des fois un seul site. Et bien là, de nouveau, on voit que ce changement de sexe arrive beaucoup plus tard. Voilà. Voilà. Attendez, il faut que vous vous leviez pour qu'on vous voit. Qui a le micro et qui peut se lever? Et sur le plan chromosomique? Ah, mais là, vous me collez. Là, vous me collez. Non, il ne peut pas y avoir un changement chromosomique. Donc, c'est simplement un changement hormonal. Ouais. Là, il me faudrait vraiment un ichtyologue pointu, là. C'est pas sympa de me coller devant 700 personnes, là. Non, Laurent Balesta n'est pas ichtyologue. Donc, c'est normal. Un peu quand même. Pardon pour ça, mais... ouais. Allez, vas-y. Est-ce que vous êtes déjà fait attaquer par un requin? Ça, c'est une question intéressante. Et la peur, est-ce qu'il vous est arrivé vraiment d'avoir le trouillomètre à 0? Bon, oui. Moi, j'ai surtout peur avant les plongées. Mais j'ai pas peur des animaux. Ça tient un peu du fantasme ou de l'imaginer. Enfin, la peur des animaux... le danger des animaux est quand même très réduit. Par contre, le vrai danger, c'est le fait que l'on ne soit pas des poissons. C'est aussi bête que ça. Le premier danger en plongée, c'est la noyade. Voilà. Et puis après, l'accident de décompression, ce genre de choses, ou être perdu en mer parce qu'on ne retrouve pas le bateau. Ça, c'est les vrais dangers et les vraies choses qui m'angoissent. Quand on plonge quelque part où il y a beaucoup de courant, la perspective de ne pas être retrouvé par le bateau, surtout quand on ne plonge pas à 30 minutes, mais 5 heures. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre petite capsule, là, vous n'avez pas de fil d'Ariane. Vous partez totalement et le GPS ne passe pas sous l'eau, donc l'équipe au-dessus ne sait pas où vous allez, en somme. On a des systèmes de positionnement acoustique, mais qui ne sont pas suffisamment fiables pour leur faire confiance à 100%. Mais je parle même de plongée normale sans la capsule. Quand on part sous l'eau, on ne fait pas de bulle, on ne peut pas nous suivre depuis la surface, effectivement, et on ne sait pas où on sort. Et puis, il y a simplement d'avoir une panne d'équipement. Voilà. C'est ça les vrais dangers. Après, avec les animaux, forcément, vous vous imaginez bien que ces obsessions qui sont les miennes a fait que quelquefois j'ai poussé des animaux dans leur retranchement. Et je les payais assez vite. Voilà. Donc il y a quelques points de suture, mais très modestes et bien mérités. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour faire votre métier? Eh bien, d'abord, il y a plein... Alors, c'est quoi mon métier? Enfin, définissez-le. Vous êtes biologiste, photographe, plongeur, oui, tout ça. Oui, alors ce que je viens de montrer là, c'est l'organisation d'expéditions où l'on essaie de résoudre des petits mystères du monde sous-marin et de les illustrer le mieux possible. Bon, voilà. C'est ça mon métier aujourd'hui. Alors pour ça, j'ai commencé la plongée très jeune, à ton âge, pour apprendre les techniques de la plongée. J'ai appris la biologie. Il n'y a pas besoin d'attendre de l'université pour apprendre le nom des poissons, pour regarder des documentaires, lire des livres. Tu sais, c'est le truc avec des feuilles dedans. C'est pas trop à la mode, mais ça existe encore. Et je te conseille, c'est sympa. Et puis ensuite, la prise de vue. Aujourd'hui, alors là, la prise de vue, c'est vraiment facile. Sur le coup, c'est même déroutant de voir comment un téléphone portable peut faire des photos magnifiques. Et donc, il faut commencer aussi à faire j'ai appris ça assez jeune aussi, à faire de la prise de vue. D'abord, c'était un peu pour prolonger ces plongées, qui sont toujours trop courtes. Voilà. Et puis, j'ai fait des études de biologie. Mais j'aurais pu faire...
c'est vaste les études de biologie, il y a plein de domaines, ça peut être de la biologie moléculaire, ça peut être même de la chimie des océans, il y a plein de domaines. Tu as le temps encore pour te spécialiser. Ça me fait de la peine de dire ça, mais il faut bien travailler à l'école. Voilà, le message est passé, ça aide. Ça peut pas ne pas aider, en tout cas. Et la bibliothèque pour les livres de... Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur. D'abord, je félicite vos actions stoïques. Je suis là. Je vois pas votre nom. Oh, à gauche, là-bas. Ah, ok, d'accord. Et puis, je voudrais vous dire que j'ai des points communs avec vous. Je suis biologiste, je suis vétérinaire de formation. Vous avez dit que vous êtes accompagné par une équipe de biologistes et de chercheurs. Moi, ce qui m'interpelle chez des espèces animales que vous avez citées tout à l'heure, dans donc les requins, qui ont un système immunitaire assez remarquable, est-ce que des scientifiques se seraient penchés sur la question d'étudier leur système immunitaire afin de trouver essor à certaines maladies auto-immunes ou certaines maladies liées au système immunitaire? Merci. Ouais, là aussi, je vais être un peu limité dans ma réponse. Oui, ces recherches existent, ça c'est vrai. On s'est toujours demandé pourquoi les requins ont des tumeurs, comme beaucoup d'animaux, mais ces tumeurs ne gangrènent pas, ne progressent pas, ne se généralisent pas à des cancers qui les tuent. Alors ça, je sais qu'il y a de la recherche là-dessus, je ne pourrais pas vous dire qui l'amène, et surtout si les résultats aujourd'hui sont pertinents. J'ai pas vu en tout cas récemment de publication sur le sujet. Il faut reconnaître que des scientifiques qui ont vos capacités de plongée, il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Oui. Oui, à la limite, vous êtes les yeux au fond. Oui. Alors, souvent, on a été les bras armés de certains. Quand c'est de la recherche en Méditerranée, on a vraiment une spécialité sur les écosystèmes méditerranéens. Quand la curiosité nous amène en Antarctique ou à travailler sur les requins, on s'entoure là vraiment de spécialistes du sujet pour nous accompagner. Monsieur. Bonjour. Je vais pas rentrer dans la technique. Je vais poser une question plus sur l'écologie et le climat. On pourrait parler de régulation électrique de votre invention que vous avez fait pour les plongées en saturation. Oui. Mais au niveau, est-ce que vous pouvez alerter en plus au niveau de la MOC qui ralentit et au niveau de la MOC qui ralentit, au niveau de l'acidification des océans et aussi. Alors là, vous demandez quand même. Non, parce que tout à l'heure, vous avez fini sur la limule, par exemple, qui est en voie d'extinction et qui est presque sur la fin parce que. On s'en sert. Oui, ça reste une espèce très abondante, mais qui est extrêmement capturée. Hein. L'année dernière, c'est 500 000 limules pour son sang. Il faut savoir que le litre de sang de limule se vend $14 000 en laboratoire. Que le vrai scandale, c'est que les brevets pour fabriquer une molécule de synthèse existent désormais. Mais que tout ça est tenu sous des brevets, on attend que le cours Et donc pourquoi pas faire des moratoires justement pour sauver ce genre d'espèce qui est presque... faire de l'aquaculture de limule pour compenser des pertes de 700 000. Non, je sais bien. Alors parce que là, vu de l'élevage intensif de limule, vu le côté vénal des pharmacopées... Non, la vraie solution, c'est fabriquer cette molécule de synthèse. Et elle existe. Et donc peut-être qu'il y a un scandale là à lever parce que ça existe. Simplement, il y a des gens qui attendent que ce soit plus $14 000, mais $100 000. Et puis là, ils diront... je vous le fais pour 70. Voilà. Sur la protection des océans, peut-être qu'on va vous renvoyer à la conférence d'Olivier Poivre d'Arvor. D'accord. Parce que les requins perdent leurs dents au niveau de l'acidification des... S'ils perdent leurs dents. Est-ce que les dents des requins contribuent? J'ai vu aucun papier sur le sujet. Oui, c'est certain. Ah oui, ok. Je ne savais pas qu'ils perdaient plus leurs dents depuis l'acidification des océans. Allons-y, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, monsieur. Moi, c'est une question, bonjour. C'est une question assez rapide, c'était au sujet du sélacanthe. Est-ce que vous avez pu observer... Oui, je ne vous vois pas. Là, je suis tout au fond. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez pu observer plusieurs individus? Est-ce qu'il y a un comptage qui a été fait? Est-ce qu'il y a un petit recensement sur l'espèce? Parce qu'au travers de votre reportage, on a l'impression qu'on voit qu'un seul... c'est ça. Deux à un moment donné. Ah oui, une fois il y a 2, mais on a eu 4. Et puis si tu regardes vraiment dans le détail, aucun n'a les mêmes tâches. Donc c'est rarement le même. Nous, on a fait quand même 3 voyages là-bas. On a vu 15 individus différents.
Okay, et on en a rajouté 6 nouveaux au catalogue des Sud-Africains qui en possédaient à peine 34 quand on est arrivé. Des observations faites avec un robot et sous-marin au moment de la découverte autour des années 2000. Donc ça reste une population qui peut paraître minuscule. Je pense qu'elle est simplement extraordinairement sous-estimée. Il y a des sélacantes qui vivent beaucoup plus profond, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il y a eu des témoignages. Et que, voilà, donc ce que je peux vous dire, oui, on a vu plusieurs individus. Et encore récemment, j'ai eu un témoignage qui m'est parvenu d'un nouveau spot en Afrique du Sud, où d'autres sélacantes sont présents régulièrement. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Alors, une petite fille devant, pardonnez-moi, vas-y. Bonjour. J'ai 2 questions. Déjà, est-ce que vous pensez que les coraux de la Méditerranée sont en danger? Et aussi, est-ce que vous avez des idées pour repartir en expédition? Les idées, ça ne doit pas manquer. Les coraux de la Méditerranée, alors d'abord, ils ne sont pas très nombreux, ces coraux. Ils ne sont pas fondateurs. Donc, ça serait triste si les coraux de Méditerranée disparaissaient. Le corail rouge, qui est quand même une espèce endémique qu'on ne trouve qu'en Méditerranée. Enfin bon, mais il n'est pas fondateur de ces récifs coralligènes. La base de ces récifs coralligènes, c'est des algues calcaires. Mais elles aussi, elles peuvent souffrir de l'acidification, c'est certain. Donc il y a quand même une inquiétude là-dessus de voir ces récifs qui fabriquent du calcaire, forcément seront impactés avec l'acidification des océans. C'est une source d'inquiétude. Elle n'est pas ciblée sur le corail lui-même, mais sur tous les autres organismes qui fabriquent ces récifs, en particulier ces algues calcaires, ces algues rouges calcaires. Et le réchauffement de l'eau. Oui, le réchauffement des eaux. Mais il y a quand même, dans ces récifs coralligènes profonds, pour l'instant, une forme un peu de résilience, parce que les couches profondes de la Méditerranée, pour l'instant, ne se sont pas réchauffées comme les couches de surface. Par contre, on peut soupçonner qu'ils sont encore plus en danger. Parce que les couches de surface qui subissent de plein fouet le réchauffement, elles ont quand même dans leur génétique une capacité à encaisser des amplitudes. En Méditerranée, plus qu'ici d'ailleurs, entre l'hiver et l'été, on peut prendre 15 degrés d'écart. Donc ces espèces ont ça en elles, d'être capables de vivre avec 15 degrés d'écart. Donc si tout à coup il y en a 2 de plus, on peut espérer qu'elles ont quand même cette capacité-là. Les écosystèmes profonds de la Méditerranée sont toute l'année à 14 degrés. Toute l'année. Eux, s'il y a même que 2 degrés d'écart, 1 degré d'écart, ce sera l'hécatombe. Et ça arrive. De temps en temps, à la fin de l'été, encore cette année c'est arrivé, à la fin de l'été, un réchauffement des eaux de surface qui atteint exceptionnellement des profondeurs de plus de 40 mètres et qui touche la limite de ces écosystèmes pendant plus qu'une journée, pendant 8 jours, 10 jours. Et là, tout à coup, c'est 100% de mortalité chez les gorgones, par exemple. Donc ça, c'est une source d'inquiétude. Oui. En un mot, prochaine destination ou prochaine expédition, demandez la le grand requin de marteau de Polynésie. Merci beaucoup. Je précise que début novembre, votre prochain livre, Loin du ciel, qui reviendra sur 8 expéditions, sortira aux éditions Andromède. Voilà, donc retenez, il y a une date, début novembre? Non, il n'y a pas la date. Voilà. Et début novembre. Mais avant cela, si vous voulez dédicacer des livres de Laurent Balestas, ça se passe au rez-de-chaussée. Merci beaucoup à tous. Merci Laurent Balestas. Merci beaucoup. Merci.